Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que Moscou n'utiliserait l'arme nucléaire qu'en réponse à une attaque de ce type. L'Iran a exécuté le premier prisonnier condamné pour un crime lié aux manifestations contre le régime. Il était accusé d'avoir blessé un membre des forces de sécurité. L'Allemagne a démantelé un réseau soupçonné de planifier des attaques contre ses institutions. 25 suspects sont en garde à vue. Des dizaines de spectacles et des centaines de milliers de visiteurs attendus à Lyon. Le coup d'envoi de la célèbre Fête des Lumières est donné ce soir. Alors que la menace nucléaire russe plane depuis le premier jour sur la guerre en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a relativisé le risque d'un recours à cette arme de destruction massive. Ce mercredi, le dirigeant russe a reconnu l'arme nucléaire comme un moyen de défense et a affirmé qu'il ne l'utiliserait qu'en réponse à une attaque de ce type. Dans notre stratégie, nous considérons les armes de destruction massive, en l'occurrence l'arme nucléaire, comme un moyen de défense. Nous les utiliserons en représailles. Si on nous frappe, on frappera en réponse. Les dernières déclarations de Vladimir Poutine n'ont pas rassuré Washington qui accuse Moscou de prendre à la légère la menace nucléaire. Tout discours imprudent sur les armes nucléaires est absolument irresponsable. Cela va à l'encontre de la déclaration que la Russie a officiellement signée en janvier à l'ONU. Cela va également à l'encontre des déclarations que nous avons entendues de la part des responsables russes ces dernières semaines. Pendant ce temps, l'ONU a publié ce mercredi un rapport sur les violations des droits humains en Ukraine. Selon ce rapport, les troupes russes auraient tué 441 civils au premier jour de l'invasion de l'Ukraine. Ces exécutions sommaires sont susceptibles de constituer des crimes de guerre. Une première acclamée mais aussi contestée à la Scala de Milan. En pleine guerre en Ukraine, le mythique théâtre a ouvert sa saison avec l'opéra russe Boris Godunov. Un choix dénoncé par le consul ukrainien à Milan, mais défendu par la direction, soulignant que l'œuvre raconte la rupture entre un dirigeant autocrate et son peuple. Parmi les invités, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les Ukrainiens sont des gens fantastiques, braves et courageux, dit-elle, et nous faisons tout notre possible pour les soutenir, et ce, aussi longtemps qu'il le faudra. Je pense que nous ne devons pas permettre que Poutine détruise la culture. La première ministre italienne a également défendu le choix de la Scala. Nous n'avons rien contre le peuple, l'histoire ou la culture russe, dit-elle. Nous avons quelque chose contre ceux qui ont fait le choix politique d'envahir un pays souverain. Les deux dimensions doivent rester séparées. Ce sont deux choses très différentes. À l'extérieur du théâtre, un groupe d'une trentaine d'Ukrainiens n'était pas du même avis. Ces manifestants ont dénoncé l'État terroriste russe et demandé à la Scala de ne pas favoriser la propagande de Poutine. C'est un problème majeur. La culture est devenue une sorte d'arme pour les Russes. C'est ainsi que les Ukrainiens le ressentent et ils ne veulent rien entendre de russe. Et moi, je ne veux pas protester ni contre la culture, ni contre l'opéra. La direction de la Scala a tenu à rappeler son soutien à l'Ukraine, notamment par un concert de charité qui a permis de récolter 400 000 €. L'Iran a exécuté ce jeudi matin le premier prisonnier condamné pour un crime lié aux manifestations contre le régime. Le jeune Mohsen Shekhari était accusé d'avoir bloqué une rue et d'avoir intentionnellement blessé avec une machette un membre des forces de sécurité à Téhéran. Au total, 11 personnes risquent la peine capitale pour leur participation aux émeutes. Depuis la mort de la jeune Mahsa Amini le 16 septembre, l'Iran est le théâtre de manifestations contre le pouvoir en place. La jeune iranienne est décédée après son arrestation par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire. Téhéran accuse les États-Unis et leurs alliés occidentaux d'être les instigateurs de ce mouvement de protestation sans précédent. C'est une des plus grandes opérations policières de l'histoire moderne de l'Allemagne. Mercredi, quelques 3000 membres des forces de l'ordre ont mené un vaste coup de filet contre un réseau terroriste d'extrême droite dont les membres sont soupçonnés d'avoir préparé plusieurs attaques, notamment contre le Parlement.
Ce groupe, qui a été éliminé aujourd'hui, s'est distingué par le fait d'avoir bénéficié de bonnes connexions dans tout le pays. Ils avaient des plans précis sur ce qu'ils s'apprêtaient à faire et leur projet était en effet porté sur la violence. Ils envisageaient notamment de tuer des personnes. Parmi les 25 personnes arrêtées, il y a un prince, d'anciens soldats d'élite, une ressortissante russe et une ex-députée d'extrême droite. Les suspects feraient partie d'un groupuscule complotiste. Selon le procureur général Peter Frank, le groupe incriminé s'était fixé pour objectif d'éliminer l'ordre étatique et démocratique existant en Allemagne en recourant à la violence et à des moyens militaires. Des personnes avaient déjà été désignées pour prendre en charge certains ministères. Notamment un ancien membre du Bundestag était pressenti pour le portefeuille de la justice. En plus de ce conseil qui devait fonder un nouvel État et une nouvelle structure étatique, il existe selon nos connaissances un organe militaire. En plus des personnes arrêtées en Allemagne, une interpellation a également eu lieu en Autriche et une autre en Italie. L'enquête vise au total 52 personnes. Les autorités allemandes ont classé ces dernières années la violence d'extrême droite au premier rang des menaces à l'ordre public avant même le risque djihadiste. La libération anticipée de l'artificier de l'attentat qui avait frappé l'Indonésie en 2002 a provoqué la colère de Canberra. L'Australie est le pays qui a perdu le plus de ressortissants dans ces attaques qui avaient ciblé Bali, la célèbre station balnéaire indonésienne. Il s'agit d'une personne qui était dans le système judiciaire indonésien. Mon opinion personnelle est que ces actions sont inexcusables et complètement odieuses. Nous ne contrôlons pas le système judiciaire indonésien. Mais je pense que tous les Australiens devraient penser aujourd'hui à ces familles et à ces communautés touchées. Ce qui s'est passé à Bali est une grande tragédie. C'est l'un des pires attentats terroristes de l'histoire de l'Australie. Umar Patek avait fabriqué les bombes qui ont explosé dans un bar et une boîte de nuit de Bali en 2002, faisant 202 morts, dont 88 Australiens. Il avait été arrêté en 2011 et condamné à 20 ans de prison. Mais selon les autorités indonésiennes, il aurait été libéré après avoir suivi un programme de déradicalisation en prison. Arrête. Lyon donne le coup d'envoi ce jeudi soir de sa désormais célèbre fête des Lumières. Tradition religieuse à l'origine, en remerciement à Marie, l'événement est devenu le temps fort le plus touristique de la ville. Quelques 500 000 visiteurs sont attendus chaque soir jusqu'à dimanche. À l'heure des appels à la sobriété, le maire écologiste de la ville défend une fête ouverte au plus grand nombre et assure que la facture énergétique restera mesurée. On a souhaité, comme on l'avait fait l'année dernière, faire en sorte que la fête elle puisse être la plus ouverte, la plus accessible pour les familles, pour les enfants. C'est aussi une fête participative puisque 4 œuvres ont été faites avec les habitantes, les habitants. Et puis cette fête, on la veut aussi placer sous le signe de l'éco-responsabilité. Les œuvres sont basées sur la technologie LED, ça veut dire que la consommation électrique elle est extrêmement limitée. On y met beaucoup d'enthousiasme, on y met beaucoup d'énergie, donc on est très heureux cette année de pouvoir accueillir de nouveau non seulement les Lyonnaises et les Lyonnais, parce que c'est d'abord la fête des Lyonnaises et des Lyonnais, mais aussi plus largement. Parmi la trentaine d'installations, l'œuvre Unicode 3D forme un cube géant pour une immersion numérique dans les écritures du monde, tel un jeu de ping-pong. Effectivement, ça part d'un quelque chose de ludique, un jeu d'enfant presque, la balle de ping-pong, un jeu commun, banal, et qui est transformé par la magie d'un montage électronique en un écran pixelisé de manière surprenante. Ça part un petit peu du principe de la tour de Babel où c'est un ensemble infini de langues et c'est unifié, comme vous dites, avec le système informatique Unicode qui permet maintenant sur un smartphone, sur un ordinateur, d'écrire toutes les langues du monde, y compris l'égyptien classique, le perse antique, jusqu'à aujourd'hui les Unicode, les emojis, pardon, et puis il y a des cases vides pour les futures langues, les langues du futur. Cette année, les spectacles de son et lumière à Lyon s'offrent pratiquement sans restriction. La ville française s'illumine pendant 4 jours. À la tombée de la nuit, les monuments historiques, les bâtiments publics, les places ou les parcs servent de toile à des œuvres d'art lumineuses dans le cadre de cette fête des Lumières.
Un événement poétique qui nous fait sortir de l'obscurité et nous rappelle que toutes les façades peuvent être reconstruites si nous allumons notre propre lumière. Patrícia Tavares na Festa das Luzes em Lyon, para a Euronews.